Parole de Sup, c'est maintenant, présenté par Corentin BJR. Bonjour à tous, bienvenue dans Parole de Sup, épisode 8. Et aujourd'hui, on va rester du côté des États-Unis après un épisode avec les Houston Dynamo en MLS la semaine passée et qui a été super intéressant. On va continuer notre tour des États-Unis, mais on va passer du côté de la NFL avec notre troisième franchise qu'on accueille aujourd'hui. Et pour nous parler des Carolina Panthers, j'ai Thomas qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Thomas. Bonjour, écoute, c'est avec grand plaisir que je réponds à l'invitation aujourd'hui. Je trouve voilà, comme je disais en préambule avant l'émission, c'est un concept qu'on a trouvé au sein de l'équipe du compte Twitter très sympa. Donc voilà, c'est un plaisir d'être là pour cette émission. Bah écoute, ça me fait super plaisir. Comment ça va déjà? Ça va, ça va. Ça va? On sort d'une saison un peu compliquée, mais ça va. Bah écoute, t'as 1 heure pour venir, 1 heure et demie, il n'y a pas de durée, pour venir te confesser sur mon canapé. Voilà, c'est une petite thérapie qu'on t'offre aujourd'hui. Tu vas pouvoir libérer ce que t'as sur le cœur et parler de ce que tu veux sur les Panthers. Et voilà, profite de ce moment. Parfait. Il y en a besoin. Il y a de quoi dire. Bon bah écoute, on a du temps pour ça. Je vais rapidement venir sur la présentation, hein. De toute façon, vous commencez à connaître la chanson. Je vais te laisser te présenter, Thomas, puis après on va revenir un petit peu sur la franchise, l'historique, les grandes dates qu'il y a pu avoir dans l'histoire des Panthers. Et puis après, voilà, on reviendra un petit peu plus en profondeur sur tes sentiments, ton amour de supporter, comment tu es devenu supporter, voilà, pourquoi tu as rejoint un compte Twitter ou tu as créé un compte Twitter. On aura toutes les histoires sympas et puis voilà, tes plus beaux souvenirs, tes plus belles déceptions, ce qui te fait être un supporter des Panthers au quotidien. Et puis on finira un petit peu avec l'intersaison et la saison dernière, comment elle s'est passée. Donc voilà, écoute, ça me paraît plutôt pas mal. Donc je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs qui te découvrent aujourd'hui, Thomas. Ok, donc alors voilà, donc moi, comme évoqué, voilà, c'est Thomas. Donc dans la vie de tous les jours, moi je suis ingénieur en bâtiment, en génie civil. Et voilà, je suis un bourguignon, donc un Nivernais. Donc là, c'est le moment où les gens ouvrent la carte des départements français pour à peu près situer. Donc c'est à peu près en milieu de nulle part, la capitale de la diagonale du vide. Mais voilà, on est là et on arrive à suivre la NFL depuis cet endroit, ce qui est fort appréciable. Eh ben écoute, ce sera un podcast 100% bourguignon, puisque je suis originaire d'ici aussi, donc écoute, on représente fièrement les couleurs aujourd'hui. Parfait. Ça fait plaisir. Eh ben écoute, merci. Sans plus attendre, on va continuer, hein. On va avancer sur la présentation des Panthers. Donc petite présentation classique, hein. Tu me contredis si je dis des bêtises. Je présente en rapide. Donc les Panthers de la Caroline sont une franchise basée à Charlotte en Caroline du Nord, qui représente la Caroline du Nord et la Caroline du Sud en NFL. Fondée en 1995. Euh, ouais, c'est ça. Les couleurs, donc ouah, je suis daltonien, mais c'est du bleu, du noir et du gris, blanc argent. Ouais, c'est ça, Ouais. blanc et argenté, ouais. Donc Tout à fait. ouais, l'entraîneur actuel c'est Frank Reich, le propriétaire, je crois que j'en ai pas parlé, c'est David Tepper. Petit changement, on n'est Petit plus Tepper. sur Frank Reich à peu près le milieu de saison. On est passé, alors on a eu un entraîneur intérimaire, mais Ok. maintenant c'est Dave Canales qui reprend le flambeau à partir de cette saison. Eh ben écoute, Wikipédia s'ajustera, je laisserai une note. Donc, ouais, Dave Canales, du coup, le nouveau coach. Le propriétaire, j'ai dit David Tepper, qui est un millionnaire dans tout ce qui est financement, de trade, de ce que je vois, management à risque,
techniques d'investissement dans la performance, donc voilà, des choses qui te rendent riche. Et qui est propriétaire donc des Panthers, mais aussi du Charlotte FC en MLS. Donc voilà, le stade est le Bank of America Stadium, qui est un très beau stade, en tout cas très grand. Ouais, J'ai j'ai pas vu le en nom. centre-ville. Ouais, 74 000 places. Donc ça fait du monde. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que il n'y a pas de Super Bowl? Il y a 2 fois champion de conférence, mais il n'y a pas de Super Bowl, pas de bague encore de gagner malheureusement. Voilà, Non, pas encore, pas ouais, encore. je sais pas si j'ai oublié des choses en particulier que tu voudrais rajouter. Non, non, sur les infos principales, voilà, c'est ça. Donc là, ouais, comme tu disais, voilà, David Tepper, le propriétaire de la franchise. Donc maintenant, ça fait quelques années qu'il est propriétaire. Donc enfin, j'ai plus la date exacte du moment du changement, voilà, parce qu'on a eu quelques problèmes en fait entre guillemets avec le fondateur de la franchise, Jerry Richardson, pardon, En mai 2018, il a racheté. qui mai 2018, voilà. Donc j'avais un doute, j'allais dire 2019, mais c'était un peu plus vieux. Euh, donc voilà, Jerry Richardson, pardon, qui avait eu quelques problèmes, on va dire, de comportementaux à l'extérieur. Donc voilà, donc il a été amené à laisser sa place et à vendre la franchise, donc a été racheté par David Tepper, qui, pour l'anecdote, était en fait un des actionnaires, enfin des propriétaires minoritaires des Steelers de Pittsburgh. Donc voilà, D'accord. il voulait mettre un peu plus la main sur une équipe à part entière pour avoir un peu plus de contrôle, on va dire. Ouais, et il a racheté les Panthers pour 2 milliards, si c'est le bon chiffre que j'ai sous les yeux. Ouais, disons qu'à l'époque, voilà, c'était un des montants records pour une Hmm. franchise de NFL. Donc bon, après voilà, pour lui, on est quand même sur un propriétaire qui a une fortune d'une vingtaine de milliards de dollars, je crois. Donc globalement, c'était un investissement, mais c'est Ouais, on n'est pas inquiet pour son caddie de pas course de après. problème financier. Exactement. Eh ben écoute, super, et ben on va pouvoir enchaîner, hein. Je vais te laisser un petit peu la main sur l'historique de ces Panthers. J'ai pas trop regardé pour découvrir en même temps a été fondée la franchise, etc. Donc voilà, on peut reprendre chronologiquement ou comme tu veux les grandes dates. Voilà, commencer peut-être par la création. Ouais, ben pas de problème. Alors je vais préciser un peu au préalable. Voilà, je suis pas vraiment spécialiste on va dire, de la période du début de la franchise. On va dire on va dire les 10, 15 premières années, j'ai suivi ça un peu de loin. Mais voilà, j'ai quand même un peu les bases. Donc la franchise, voilà, comme tu le disais, elle a été fondée en 1995. Voilà, c'était une franchise d'expansion. Ce qu'on peut noter en fait, c'est que la même année, il y a 2 franchises qui sont débarquées en fait en NFL, qui ont débarqué, pardon. Donc c'était les Panthers et les Jaguars, donc les Jaguars de Jacksonville. Donc voilà, deux équipes félines et un peu jumelles sur certains points, notamment sur notre réussite dans tout ce qui est nombre de bagues à l'heure actuelle. Voilà, mais ça, on sait que ça finira un jour par se décanter, du moins on l'espère. Donc voilà, en fait, comme tu le disais, c'est une franchise du coup qui représente 2 États, donc la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Et je vais rebondir un peu sur ce qu'avait dit Clément de Seahawks France, c'est que Seattle c'est un petit marché, enfin c'est entre guillemets affilié aux États-Unis comme un petit marché. Et ben pour la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, c'est aussi un tout petit marché, un tout petit, voilà, ça reste un marché de taille appréciable, mais qui n'est pas comme une ville comme Los Angeles, New York ou par exemple Dallas. Donc il n'y avait jamais eu d'équipe de NFL au préalable. Donc voilà sur le point principal. Donc à l'époque, Jerry Richardson s'était un peu mis avec d'autres personnes pour essayer de fonder la franchise et de montrer à la NFL et aux autres propriétaires qu'il y avait vraiment un potentiel comment dire, pour avoir une franchise à part entière, ce qui a plutôt bien marché. Voilà, on a fini par récupérer une équipe parce il y avait quand même plusieurs villes, pardon, qui étaient en concurrence pour récupérer une franchise la même année. Donc voilà, comme j'ai dit, il y avait Jacksonville,
Il y avait Charlotte pour la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Il y avait Baltimore et il me semble qu'il y avait d'autres villes, mais je les ai plus en tête. Il y Donc avait voilà. Saint-Louis, Memphis. Hein, euh, j'ai sous les yeux. Et ouais, c'est ça. Memphis, Saint-Louis, qui deviendra les Rams. Hein. Ouais, Ouais, quelque bah chose voilà, comme en ça. fait, Ouais. toutes les équipes, voilà, toutes les villes qu'on a mentionnées, elles ont au final récupéré une équipe. Saint-Louis avait récupéré les Rams, Memphis avait récupéré les ex-Oilers qui sont devenus les Titans par la suite. Et Baltimore, voilà, ils ont recréé une franchise, les Ravens, sur la base des Browns. Je sais plus exactement l'histoire, mais voilà. Donc voilà, toutes les villes ont été mises un peu, euh, ont été contentes en fait d'avoir leur franchise NFL. Donc voilà, un début qui, comme toute franchise, nouvelle franchise, pardon, ça peut être un peu compliqué parce que ben faut arriver en fait à créer une mentalité, faut arriver à créer une cohésion avec la ville, avec les supporters. Faut attirer les joueurs. C'est quelque chose qui peut paraître dérisoire, mais qui reste quand même important. Donc voilà. Donc et après, on a eu les premiers quarterbacks, les premiers grands joueurs entre guillemets. Il y en a un sur qui je pense que je reviendrai un peu plus tard dans l'émission, je pense, j'imagine. C'est Sam Mills. Sam Mills qui est peut-être l'une des pierres angulaires en fait de la mentalité de la franchise et notamment du slogan du Keep Pounding. Donc voilà. Donc sur les premières années, on est vraiment sur une dynamique où ça gagne, ça perd. Voilà, c'est une franchise qui apprend, c'est une franchise qui débute, c'est une franchise qui n'a pas de stade au début parce que le stade est en construction, bien sûr. Faut créer les infrastructures. Donc comme je disais, le Bank of America Stadium, qui est un très beau stade en centre-ville, il fallait quand même le construire parce qu'il n'y avait pas d'équipe avant. Donc c'était en Caroline du Sud, à l'université de Clemson qu'ils ont été joués pendant les premières saisons. Donc voilà. Et donc sur ce point-là. Donc voilà. Ensuite, on récupère un peu les premiers joueurs importants de la franchise. Et le premier, on va dire, peut-être le premier point très important de la franchise, ça va être la saison 2003-2004, première année d'accession au Super Bowl. Donc voilà, Super Bowl contre les Patriots, défaite 32-29 sur un field goal de Adam Vinatieri, le kicker des Patriots, joueur emblématique de son époque. Donc voilà. Mais ce qu'on peut noter surtout sur cette période, c'est que c'est un peu le moment où ils ont acquis en fait leur surnom, le premier vrai surnom des Panthers, qui était les Cardiac Cats. Pourquoi les Cardiac Cats? Parce que faut pas être cardiaque pour supporter cette équipe parce que voilà, on va perdre un match de football américain, c'est 60 minutes. Mais jusqu'à la 58e, les Panthers sont capables de perdre et puis dans les 2 dernières minutes, ils vont se réveiller puis ils vont aller chercher une victoire. C'est quelque chose qui peut être très stressant et c'est quelque chose qu'on a un peu retrouvé des fois sur les dernières saisons où bon, elles ont peut-être été un peu moins triomphantes, on va dire qu'en 2003-2004. Euh, mais pour autant, voilà, c'est un peu l'ADN de la franchise de savoir se faire peur aussi. Euh, voilà, c'est une particularité, mais c'est quelque chose qui est resté un peu. Donc voilà, avec surtout sur cette période-là, le premier grand quarterback, c'était Jake Delhomme, est- voilà, qui réussit quand même l'exploit d'amener les Panthers au Super Bowl. Euh, bon après, il y avait quand même des très bons joueurs dans cette équipe, notamment moi, enfin voilà, un des joueurs que j'apprécie peut-être le plus dans l'histoire des Panthers, Julius Peppers. Julius Peppers qui depuis cette année va être introduit au Hall of Fame, donc l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Voilà, c'était un defensive end, voilà, le linebacker defensive end selon la configuration. Euh, et donc voilà, on avait vraiment des très bons joueurs, une mentalité. On perd ce Super Bowl, mais pour autant, voilà, c'est un peu le début. En moins de 10 ans, on s'est retrouvé dans un Super Bowl, ce qui était quand même très fort, parce qu'il y a certaines équipes en NFL à l'heure actuelle pour qui la disette peut être plus longue. Enfin, la disette, voilà, je parle Oui, sans gagner le oui, oui. Super Bowl. Donc voilà, donc après, certes, on est un peu dans des travers. Il y a eu des saisons un peu meilleures, des saisons un peu moins bonnes après 2003-2004. Mais pas de nouvelle accession au Super Bowl. Euh, voilà, on a plusieurs passages en playoff.
donc notamment en 2005, où ben, on va en finale de conférence NFC contre Seattle, et là, bah, c'est une grosse défaite par rapport à ce qu'on avait vu dans la saison. C'était une saison à 11 victoires, 5 défaites. Donc fondamentalement, c'était une très bonne équipe, mais voilà, ils perdent quand même contre Seattle. Donc voilà, après, surtout, le changement pour la franchise, ça a été 2011. 2011, en fait, on a le premier choix de draft après une saison catastrophique, on peut le dire. Voilà, 2 victoires, 14 défaites. Concrètement, c'est pas Pas faire pire. foufou, on va pas se mentir. Exactement. Enfin, on pourra encore faire pire, comme on peut le voir par la suite. Mais enfin pire, ou à peu près égal. Donc voilà. Et en fait, c'est l'année où on va drafter un super quarterback issu de Auburn, Cam Newton. Et Cam Newton, en fait, il va révolutionner la franchise et même, j'ai peut-être même envie de pousser jusqu'à dire révolutionner une partie du jeu de la NFL. Parce que Cam Newton, on parle quand même d'un gars qui a une carrure quand même assez incroyable. Je regarde les chiffres parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà, il est quand même à 1,96 m et puis il pèse son poids aussi. Donc, carrure assez forte. On pourrait se dire ça peut être qu'un lanceur avec un gros bras, mais pas du tout. Il a un bras qui est assez puissant, mais c'est un camion sur le terrain. Il est capable de courir et comment dire voilà nous on dit truck, mais de tirer les défenseurs avec lui pour aller chercher parfois les first down ou les yards à la course. Voilà, c'était vraiment un joueur qui était super impressionnant, vraiment sur un aspect un peu dual threat avec un peu la Michael Vick à l'époque des Falcons. Donc voilà. Ça a été voilà, il a vraiment marqué une grosse dynamique pour la franchise parce que c'était aussi un catalyseur, Cam Newton. C'était vraiment un catalyseur du public et des médias surtout parce que voilà, il avait son style vestimentaire, il avait son style capillaire, et je pense qu'il a tiré beaucoup de pression sur lui. Et ça, c'est une pression qui ne retombait pas sur les épaules de certaines autres personnes de la franchise, ce qui était bien par moment. Bon, des fois, ça a attiré de l'attention qu'on n'aurait peut-être pas eu étant un petit marché, mais voilà. Euh, donc voilà pour le principal. Voilà, avec lui, on fait quelques saisons peu en négatif. En 2013, on fait une saison à 12-4, mais on est sorti d'entrée de jeu par les 49ers. Donc voilà, qui était quand même une très bonne équipe cette année-là. Et l'année d'après, bah, paf, on retombe à 7 victoires, 8 défaites et un match nul. Donc assez important de le signaler. Et même avec ce bilan, on termine premier de la division NFC Sud. C'est annoncer un peu la couleur des autres équipes cette saison-là. Et voilà, je rebondis encore une fois sur ce qu'avait dit Clément de Seahawks France, mais avec les règles de la NFL pour accéder aux playoffs, comme on sait que le premier de chaque division a sa place, à ce moment-là, et ben, nous, comme on est premier, ben, on est pris alors qu'il y a des équipes avec des meilleurs bilans qui pouvaient potentiellement mériter une place, mais qui ne l'ont pas eu du fait de la règle à ce moment-là. Donc voilà, mais ça s'est arrêté. On a gagné un match, puis on a perdu le second, donc voilà, ça s'est arrêté en tour sur la divisional. Et bah, l'année la plus importante euh, pour pour la dynastie, pour la période Cam Newton, pardon, c'est 2015, la saison 2015, 2015-2016, qui a été incroyable à vivre en tant que supporter. Vraiment, quand je dis incroyable, c'était incroyable. Je n'ai même pas de synonyme T'es quasiment partout au tellement sommet. ouais, ouais. Bah, en fait, voilà, on fait 15 victoires, une défaite. Donc, nous, un peu la peur à ce moment-là qu'on avait pendant la saison, on se disait merde, mais imaginons, on fait 16-0, parce qu'au bout d'un moment, on engrange des victoires, on n'est toujours pas battu, puis on se dit, mais imaginons, on a 16 victoires, 0 défaite, et on tombe au Super Bowl. Donc, moi, j'étais même en mode sur la fin, bah, Les allez, il vaut saisons mieux 1, les limite gars. qu'on perde un match. Ouais, c'est ça, les saisons 1, faites tomber la pression un coup, voyez vos erreurs, et puis comme ça, on part de plus belle. Euh, et bien voilà, bien sûr, ce qui devait arriver arriva. On arrive au Super Bowl face aux Broncos de Denver, emmené par Peyton Manning. Donc dans un fauteuil roulant, hein, clairement, Peyton Manning, c'est plus le Peyton Manning
qu'on a pu voir sur les saisons précédentes chez les Colts ou même sur le Super Bowl précédent contre les Seahawks, même s'ils se prennent une dérouillée assez violente. Euh, voilà, c'est plus le joueur qu'il a été, mais c'est toujours un leader charismatique et qui porte son équipe parce qu'il était super bien encadré. Et ben voilà, c'est le match du craquage, c'est le match de la défaite. Donc on perd 24-10 ce Super Bowl. Très difficile à encaisser ce Super Bowl, très difficile. Effet gueule de bois parce que depuis cette saison-là, on n'a eu qu'une seule saison en positif, c'était en 2017 avec une défaite en entrée de jeu en wildcard. Donc voilà, le bilan depuis est un peu morose, on va dire. On a eu voilà sur la période Cam Newton, en gros, on peut l'assimiler à la période aussi Ron Rivera qui a été le coach en chef. Donc voilà, qui avait vraiment aussi une dynamique avec cette équipe. On avait beaucoup de super joueurs. Et donc, au bout d'un moment, ça s'est essoufflé. On a Cam Newton qui est parti, enfin qui a été viré, qui a été cut. On a Ron Rivera qui a été viré lui aussi à son tour. On s'est dit bon, on va essayer de mettre un peu de sang neuf. Ça correspond avec la période, avec l'arrivée de David Tepper en 2018 où voilà, c'est lui qui limoge Ron Rivera et qui fait venir Matt Rhule, voilà, le coach en chef qu'on a eu pendant plusieurs saisons. Pas spécialement un bon épisode de la franchise, hein, parce que voilà, son bilan parle un peu de lui-même. Euh, Lui-même, il a pas laissé une super bonne empreinte au niveau des supporters. Pas beaucoup de remise en question de sa part. Et voilà. Donc, un premier faux pas pour David Tepper. Depuis ce moment-là, on a eu un autre entraîneur en chef la saison dernière qui n'a pas tenu une saison, qui était Frank Reich. Voilà. Moi, personnellement, j'avais cru à Frank Reich. J'ai très vite déchanté. Et donc voilà, il a été, comme je disais au préalable, il a été limogé. On a eu un entraîneur intérimaire qui était notre entraîneur d'équipe spéciale. Et depuis ce moment-là, pour cette saison, changement de manager général, changement de coach en chef. Et voilà, on va essayer de repartir de l'avant. Donc voilà. Sur un peu Bah, l'historique de la franchise, c'est un peu comme ça que je résumerai. Bah écoute, c'est un très très bon tour. T'as été très complet, je trouve. Je rajouterais juste quelque chose que en tout cas j'ai pas écouté ou alors j'étais en train de lire la chose en même temps. Vous avez quand même un MVP du coup dans l'histoire. Cam Newton a été MVP de la Ouais, saison régulière pardon, oui, tout à fait. de cette fameuse Ouais, ouais. saison 2015. Donc voilà, c'est quand même important dans l'histoire d'une franchise, surtout un petit marché comme tu disais à Charlotte, en Caroline plutôt. Donc un MVP tout de même, c'est dans l'histoire. Bon après il n'y a pas eu Mhm. la belle fin heureuse qu'ils auraient dû Ouais, non. avoir, mais il y a quand même ça à noter. Il y a quelque chose que j'aime toujours demander, et en tout cas moi qui m'intéresse particulièrement, c'est l'impact d'un propriétaire sur sa franchise. C'est souvent celui qui amène la vision et les directions à avoir. Euh, est-ce que tu vois un impact réel en tout cas un changement de mentalité ou voilà de quelque façon qu'il soit depuis l'arrivée de David Tepper en 2018? Alors, du coup, j'ai envie de te répondre en fait en deux temps, tu vois, vraiment en faisant une différence entre la culture qu'on a eue avec l'ancien propriétaire et la culture qu'on a avec le nouveau. Ouais. Jerry Richardson, voilà, c'est l'homme en fait qui a mené le projet pour amener une franchise à la ville, enfin une franchise NFL à la ville, pardon, parce que enfin, voilà, dans le même temps, c'est à peu près dans les mêmes années là, on a eu les Hornets qui ont débarqué aussi en NBA, même un tout petit peu avant, je pense, Oui, les Panthers. je crois que c'était début des années 90. Voilà, ouais, donc voilà, il a pas mené la voie des grandes franchises, mais il a mené la voie de la franchise NFL. Donc, en plus, voilà, c'était aussi un ancien joueur de football américain. Il a eu vraiment un impact qui était très important sur la communauté et sur l'aspect personnel. Même par exemple, voilà, il avait sa statue à l'entrée du Bank of America Stadium avec deux panthères. Euh, voilà, c'était une magnifique statue. Donc alors, au moment où, comme je disais, en 2018, il y a l'affaire avec voilà, c'est son affaire un peu sombre, on va dire. La statue avait été retirée. Alors honnêtement, je ne saurais pas dire si elle a été remise en place depuis, mais voilà, enfin, il y avait quand même un véritable impact. Du coup, une image qui a été ternie un peu quand même
beaucoup voilà par cet épisode-là judiciaire qui l'a poussé à vendre la franchise. Donc voilà, on savait qu'il y avait besoin d'une certaine forme de renouveau avec David Tepper qui arrivait. Et pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est peut-être un peu mitigé parce que voilà, on sent que c'est pas un mauvais gars, mais pour autant, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des fans, euh, Ouais. de l'image, parce que voilà, comme tu le disais, c'est aussi lui qui amène la franchise de soccer, voilà, pour la MLS. Mais les résultats sportifs ne parlent pas d'eux-mêmes. On a un propriétaire qui ne reconnaît pas toujours ses erreurs et qui est parfois peut-être un peu trop impliqué dans les décisions. Voilà, ça peut marcher pour certaines personnes, mais on a vu que des fois pour certaines franchises, ça marche mieux quand il y a une prise de recul. Pour moi, l'image pourra être positive, mais pour l'instant, on va dire que l'image est mitigée, quoi. L'image est Ok. mitigée. J'ai pas envie de faire un portrait tout négatif ou tout rose, mais voilà, on est peut-être sur un entre-deux pour l'instant. Très bien, bah écoute, de toute façon on approfondira ça un petit peu quand on reviendra à la fin du podcast sur l'actualité et du coup sur les perspectives d'avenir de cette franchise. On va se concentrer un petit peu plus sur toi, du coup, Thomas. Je vais te laisser nous dire depuis combien de temps tu es supporter. Voilà, petite histoire. Qu'est-ce qui a fait que tu es un supporter aujourd'hui des Panthers, hein, parce que surtout dans ces années-là, as plus de tendance à peut-être être pour les Patriots ou voilà, quand tu découvres la NFL. Les Patriots, les Broncos, les franchises comme ça ou les franchises un peu plus grandes. Qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es retrouvé supporter des Panthers? Alors moi, en fait, si tu veux, ça a été un peu quelque chose, voilà, de partager. Voilà, j'ai découvert vraiment la NFL à partir des années 2009-2010, dans ces eaux-là. Et à l'époque, bah, j'avais repéré un peu trois franchises sur lesquelles en fait je m'identifiais à peu près. Donc voilà, maintenant il y en a certaines où voilà c'est très loin cette période on va dire. À l'époque, je regardais un peu ce qui se passait du côté de Seattle, ce qui se passait du côté de Dallas et ce qui se passait du côté de Carolina, des Carolines. Et, euh, et voilà en fait comment dire. Sur cette même période, donc le début, bah, Seattle, voilà, c'était une franchise qui était un peu montante. Dallas, ouais, c'est une franchise qui était où il n'y a pas eu de Super Bowl depuis des années. Et puis bah, Carolina, voilà, c'est une franchise qui est assez jeune, mais où je me retrouvais en fait beaucoup dans les valeurs, dans les idéaux, et surtout un truc qui a fait pencher aussi pas mal la balance, c'est que je regarde aussi un peu le sport universitaire, donc la NCAA américaine. Mhm. Euh, et donc voilà, sur l'aspect vraiment football américain universitaire, je suis fan des Gamecocks de la Caroline du Sud. Et donc voilà, de fait, je suis retombé quand même assez vite sur les Panthers et j'ai pris beaucoup plus de plaisir à la force en fait à regarder les matchs des Panthers je sais pas en fait la ville, l'ambiance générale en fait même au niveau des supporters, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Là où par exemple du côté de Dallas, bah, c'est un peu le côté des fois qui paraît un peu grande gueule où il y a une partie je dis pas voilà, je cite clairement pas toute la fanbase, hein, très attention loin de là, mais il y a une partie de la fanbase qui est très bruyante et qui est un peu détestée aux États-Unis, justement sur cet aspect un peu trop. Cette année, c'est pour nous, et c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouvais pas, et voilà, tous les éléments en fait ont fait que je me suis retrouvé aller vers Carolina, et et le clou, enfin le dernier élément qui a fait que j'ai plongé la tête la première pour les Panthers, c'était la draft de Cam Newton en 2011, quoi. Ouais, quand il y a un joueur iconique comme ça qui arrive, ça aide. Ouais, ça donne un impact, si tu veux, tu as vraiment une hype qui se met en place, où tu te dis, tiens, ça peut vraiment faire quelque chose, et j'apprécie la mentalité, et je veux voir ce que ça donne, quoi. Et alors là, c'était parti. Mais c'est vrai qu'il y a une chose que tu dis, que tu as dit et qui est valable un petit peu sur tous les sports en Caroline, c'est que c'est quand même on considère tout le temps Charlotte, bah, la Caroline en général comme un petit marché. Mais quand tu sais qu'il y a tellement de sports, c'est le berceau de la NASCAR,
Voilà, ils ont une franchise MLS, NFL, NBA. Je NBA. suis même je suis pas sûr. Ils ont une Ils ont, MLB ils ont du ou. hockey, mais non, ils ont pas de. C'est le seul sport qu'ils ont pas à l'heure actuelle, le baseball. Mais ouais, puis quand on sait qu'en plus c'est un très gros aussi berceau universitaire et même si tu dépasses tout ça, politiquement c'est une région qui est très importante dans les élections et tout. C'est vrai qu'à chaque fois, moi on est habitué, hein, mais ça me surprend de me dire que c'est une petite franchise au final parce qu'elle a tellement d'importance aux États-Unis, cette région. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas comment tu le vis parce qu'au final il y a du monde à chaque fois. Même les Hornets qui sont catastrophiques depuis des années ont tout le temps la salle pleine. En tout cas, je parle pour le côté NBA que je regarde un peu plus. Je sais pas comment c'est le stade s'il est toujours plein en NFL, mais c'est vrai que je sais pas ce que tu en penses, mais moi en tout cas, à chaque fois qu'on caractérise la Caroline comme un petit marché, ouais, ça me fait pas bondir, hein, mais parce que je comprends que au final ça se voit dans toutes les équipes, ils ont du mal à attirer des énormes joueurs par la free agency, mais c'est vrai que du coup, c'est quand même étonnant, je trouve, avec un tel berceau de plein de choses, de sport, de politique. Non, non, je vois totalement où est-ce que tu veux en venir. Après, voilà, par exemple, pour rebondir sur la question du coup de l'affluence, donc voilà, c'est quand même on est quand même très souvent plein entre guillemets dans le stade. J'ai envie de dire un peu la saison qui fait exception, c'est quand même un peu cette année parce que cette année, voilà, les performances sportives étaient tellement mauvaises que bah nécessairement le public s'est un peu désintéressé et puis ils ont voulu montrer un peu leur ras-le-bol, donc ils ont un peu déserté le stade par moment. Attention, on n'était pas sur des audiences à 1000 personnes dans le stade, mais pour autant, voilà, on sentait quand même une différence. Puis surtout, la différence qui était notable, c'était qu'on voyait beaucoup plus de maillots qui n'étaient pas à nos couleurs. Ok. C'est-à-dire que quand une équipe adverse venait jouer, eh ben souvent, on se retrouvait malheureusement avec. Je dis malheureusement parce que enfin, c'est réel, hein. Quand on joue à domicile, l'intérêt c'est d'être à domicile et d'avoir un impact. Parce que voilà, par exemple, quand on joue des franchises et qu'on voit par exemple du violet dans le stade, on peut se dire c'est problématique parce que bah ça pousse moins derrière les joueurs et puis bah toutes les franchises ne sont pas San Francisco dans le sens où à chaque fois qu'il y a un déplacement, c'était une image qui était très impressionnante à l'époque. San Francisco, la fanbase de San Francisco, c'est une fanbase qui se déplace énormément et qui est très présente dans les États-Unis. Donc eux, par exemple, voilà, quand ils vont jouer à l'extérieur, il y a beaucoup de rouge dans les stades. Là où ben, toutes les franchises ne sont pas San Francisco, donc on ne devrait pas avoir cet élément-là chez nous, entre guillemets. Après, voilà, comme tu le dis, Charlotte est qualifiée de petit marché, mais de fait, ça devient quand même un marché qui a quand même un bon bassin de population avec les deux Carolines. Euh, et quand l'équipe marche bien, eh ben, on sent qu'il y a vraiment un engouement encore plus important autour de tout ça, parce que normal, voilà, une équipe qui gagne, c'est toujours plus intéressant qu'une équipe qui perd ou qui végète. Euh, mais du coup, non, je suis quand même assez d'accord avec toi. Effectivement, pour moi, on serait plutôt sur un marché de taille intermédiaire. Alors, on n'est pas sur un New York, on n'est pas sur un Los Non. Angeles. Pour autant, on n'est pas sur Green Bay, par exemple. Enfin, Green Bay, bon, c'est encore autre chose, mais Bah écoute, ouais, non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a peut-être des raisons plus américaines que j'ignore, mais ouais, non. Bon, c'était intéressant de te poser la question. Et du coup, on continue dans ta carrière, si je peux dire, dans ton parcours de supporter. Comment t'en es venu à rejoindre un compte ou créer un compte? Je sais que vous êtes plusieurs sur ce fameux compte, que je vais reprendre le arrobase complet, c'est arrobase NFL Panthers FR. ouais. Comment vous en êtes venu du coup? Comment t'en es venu toi? Quelle est l'histoire un petit peu de tout ça? Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à se dire un jour, bah j'ai envie de partager les choses autour des Panthers? Comment ça s'est passé? Alors, du coup, le compte, alors j'en suis entre guillemets à l'origine. Je Ouais. suis le membre fondateur du compte. En fait, c'est venu du jour. Enfin, le compte a été fondé entre saison 2015-2016, la saison où on va au Super Bowl. Donc voilà, je rebondis sur ce que je disais avant, hein. C'est toujours plus simple en fait de faire l'actualité d'une franchise quand ça gagne. Mais voilà. Euh, voilà, ça faisait plusieurs saisons que, comme je disais, voilà, que je regardais les Panthers.
Et au bout d'un moment, je voyais qu'il y avait pas de, il y avait un peu une effervescence qui commençait à se faire sur Twitter, parce que un peu comme Clément, voilà, de Sioux France, j'ai été aussi sur le forum à l'époque de Touchdown Actu, Ok. voilà. Et du coup, bah, c'était un peu la première pierre. Donc à l'époque, j'étais très actif dessus, mais le regret un peu que j'avais, c'était que bah, le salon entre guillemets réservé aux Panthers était quand même très peu bruyant, très peu de monde. Là où par exemple bah, les salons d'équipes comme Dallas, New York ou n'importe quel autre étaient mais noirs de monde, pas noirs de monde, j'abuse un peu, mais c'est pour caricaturer, voilà. C'était un peu le désert, on va dire. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit bon bah on gagne un peu, je sens que voilà, à l'époque, en plus, le forum commençait à être un peu moins actif. J'avais un peu moins de temps à consacrer vraiment au forum pour faire des choses hyper poussées. Je me suis dit, bah, pourquoi pas adopter en fait un ton un peu plus léger, voilà, sous forme de Twitter, parce que moi à l'époque, j'utilisais pas, quand même pas mal Twitter. Et je me suis dit, bah allez, on va se lancer. Il n'y a pas de compte qui existe. Hop, euh, je vais faire concurrence à personne. Et donc voilà, je lance le compte. Et en fait, assez vite, voilà, je tweete un peu, voilà, un peu en fonction de l'actualité qui sort. Et un jour, il y avait quand même pas mal d'échanges du coup avec Guillaume, euh, qui répondait quand même souvent ou qui ont discuté quand même de temps en temps par message privé sur Twitter. Et un jour, je me suis dit, bah tiens, il a l'air, enfin, il est, comment dire, Guillaume, si tu m'écoutes, ne le prends pas mal, mais il a un peu plus d'expérience que moi, voilà, sur les Panthers parce qu'il les suit depuis un peu plus longtemps. Voilà, il est un peu, comme il est un peu plus âgé, il a un peu plus de vécu. Voilà, lui, par exemple, il a pu vivre un peu, voilà, le Super Bowl 2003-2004, Ouais. celui qu'on perd. Pas celui qu'on perd, le premier qu'on perd, pardon. Euh, et donc voilà. Et bah, il a accepté parce qu'il était vraiment dans une dynamique très, très enjouée aussi de partager un peu sa passion des Panthers. Donc le compte a commencé à faire un peu de bruit. Et puis bien sûr, bah, comme on gagnait, bah, il a commencé à avoir un tout petit peu plus de notoriété. Et le dernier élément qu'on a rajouté à l'heure actuelle, c'est Mathieu. Et donc voilà, qui nous a rejoint un tout petit peu plus tard. Donc voilà, lui, c'est pareil, c'est un peu, il a rejoint à peu près la franchise entre guillemets dans les mêmes années que moi. Donc on se rejoint un peu sur l'expérience à ce niveau-ci. Donc voilà. Et donc au début, c'est quelque chose où on avait vraiment un format qui était très tweet et on a essayé même à l'époque un peu un truc type un peu WordPress pour faire les reviews de matchs une fois qu'ils étaient terminés. Donc une fois qu'on avait fait les live tweets et voilà pour faire vivre les matchs en direct. Mais on s'était dit ça peut être bien d'analyser comme ça. Et bah, en fait, on s'est rendu compte que comment dire, c'était pas mal Guillaume qui s'en occupait de mémoire. C'était quand même assez chronophage. Ouais. Donc en fait on s'est dit bah tiens on va se diriger en fait vers quelque chose qui va être tout autant chronophage mais qui marche mieux parce que bah, lire un article les gens des fois ont un peu la flemme effectivement des fois on n'a pas spécialement la concentration pour tout lire donc on s'est dit bah on se dirige vers le podcast et on a créé le podcast en 2020 donc voilà on fait un peu des émissions avec certains autres comptes Twitter de franchise, notamment on a pu faire avec Jets France. Ok. Donc au moment de l'arrivée de notre nouveau, enfin de notre ancien nouveau quarterback, Sam Darnold, qui était chez eux au préalable. Donc voilà, non, comme je disais et comme je rebondis aussi, on a une communauté qui est super appréciée et super appréciable au niveau des comptes des comptes de franchise FR, on va dire. Donc non, c'est une super expérience à l'heure actuelle. Non, c'est vrai que vous avez une belle communauté en NFL. Moi, j'ai croisé que trois contre du coup d'entre vous, mais à chaque fois super gentil, hein, que ce soit en DM, dans le podcast après. Donc non, franchement, ça donne envie de suivre encore plus la NFL. Je suivais déjà un petit peu, mais on peut me qualifier de NFLX, hein. Euh, mais Ah mais de non. toute façon, tout le monde commence quelque part avec la NFL, hein. Oui, non, mais c'est ça, hein, mais Voilà, c'est je suis plus. non, non, c'est pour ça, c'est une communauté qui est super bienveillante. Voilà, à l'époque, moi, justement, quand j'ai lancé le compte, c'était un peu une période où sur les comptes justement de NBA françaises,
Il y avait quand même pas mal de conflits à l'époque. Ça se tirait dans les pattes tout bout de champ. C'était un peu nocif, alors que nous, franchement, bon, ouais, des fois, on a quelques éléments un peu voilà, dissidents, mais sans rien de méchant. On est vraiment sur une ambiance qui est super cool. Et voilà, puis voilà, on peut vraiment débattre et c'est quelque chose qui est super appréciable. Ouais, puis là, je suis en train de voir là, vous avez 1997 abonnés, donc on se rapproche de la barre symbolique des 2000. Euh, Ouais, alors on l'avait déjà franchi. Ah, En qu'est-ce fait, qui s'est ça, passé? voilà, on oscille un peu. En fait, non, c'est qu'on oscille, voilà, avec Ah bah des fois ouais, les comptes qui se désactivent. Et ouais. comme en ce moment, on n'est pas spécialement bon, et ben, de fait, effectivement, on attire moins de monde. Mais voilà, voilà, on n'est pas, comment dire, on n'est pas attiré par le chiffre. Nous, Oui, ce qui nous oui. intéresse, voilà, c'est vraiment de partager la passion. C'est sûr que c'est toujours plaisant, en fait, de voir que ça marche. Mais pour autant, je pense, enfin, je parle aussi au nom de Guillaume et Mathieu, et je trouve que, enfin, je pense on est très heureux à ce niveau-ci. Ouais, et j'ai perdu ma question, mais elle va revenir. Ah si. Du coup, il y a quand même une grande communauté, ouais, une grande. Il y a quand même une certaine communauté en France. Vous arrivez quand même à trouver du monde avec qui échanger. Je sais que les Seahawks ont pas mal de monde et une belle communauté qui les suit. Comment ça se passe, vous, sur Twitter? Alors, nous, sur les Panthers, on a quand même un peu de monde, tu vois. On a quand même du monde euh, qui est attiré par les Panthers ou qui suit les Panthers. Donc, voilà, je tease un peu le truc d'ailleurs, mais c'est pas impossible qu'on ait un quatrième membre qui arrive bientôt sur le podcast, hein. Là, c'est en préparation pour ajouter encore un peu un autre point de vue. Euh, voilà, non, on a quand même un peu de monde. Après, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas autant de monde qu'une franchise comme Seattle, New Orleans, parce que voilà, il y a vraiment un parallèle avec la France qui est assez important pour cette franchise-là, Ouais. ou une franchise comme les Patriots qui a gagné 6 Super Bowls en l'espace de 20 ans. Non, comme je disais, voilà, c'est toujours plus simple, entre guillemets, enfin plus simple, je tire pas la balle, attention. Toujours plus simple, en fait, voilà, d'aller sur une franchise qui gagne, ce qui est totalement compréhensible, voilà, comme avec Golden State en NBA par exemple. Oui, oui. Donc non, nous, pour l'instant, ça grandit. On est un peu dépendant en fait de la forme de l'équipe. Ouais, bien sûr. Mais, euh, mais non, non, mais c'est intéressant en tout cas. Et voilà, on va plus se passer un petit peu sur l'aspect comment tu consommes la NFL. L'avantage, c'est qu'au final, pour un sport américain, c'est souvent à des heures françaises. On reviendra un petit peu après sur tout ce qui est Sunday Night Live, Monday Night Live et tout ce qui va avec. Mais du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à suivre quand même tous les matchs? Bon, on rappelle, je crois que c'est le dimanche à 19h, la Red Zone, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Alors en fait, ouais, voilà, la red zone qui permet ouais, de diffuser en fait en simultané ouais, une bonne dizaine de matchs quasiment, ouais, ouais, à peu près, ouais, ouais. entre 8 et 10 matchs en simultané. Après, là, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on a vraiment le match des Panthers à part entière en complet sur un écran. Parce que, bah, comme surtout sur la dernière saison, on n'était pas spécialement bon, on n'est pas beaucoup montré, on va dire, sur la red zone, ou du mauvais côté, on va dire. Donc voilà, non, globalement, ça se suit assez bien. Comme tu le dis, voilà, comme les matchs sont diffusés pour la plupart quand même à 19h, ça va. Après, voilà, des fois, on a des matchs en prime time sur les Monday Night Football, les Sunday Night Football ou les Thursday Night Football. Après, une équipe qui n'est pas bonne, c'est une équipe qui aura beaucoup moins de matchs en prime time. Donc en ce moment, enfin, cette saison, on en a eu un peu moins. Ce qui n'était pas pour me déplaire, parce qu'effectivement, se lever en pleine nuit, des fois, c'est quand même un peu compliqué. On va pas se le cacher. Il y a des fois où on fait un peu l'impasse parce que ben, on a quand même une vie. Voilà, on n'est pas à l'heure américaine malheureusement, et on a une vie au travail qui fait que on doit parfois être en forme. Euh, donc, euh, donc non, des fois on fait un peu l'impasse, mais on suit quand même. Bah, le lendemain, voilà, on regarde un peu ce qui s'est passé, on voit un peu ce qui s'est dit et tout. Donc ça se suit assez bien, voilà. C'est pas comme en NBA où bah, la majorité des matchs sont quand même après minuit, quoi.
Ouais, la grosse majorité, ouais. Mais, non, ouais, c'est intéressant parce que, voilà, comme tu as dit, quand tu es une franchise un peu dans le dur, tu auras plus souvent le match à des bonheurs. Donc au final, c'est un petit sacrifice à faire quand tu gagnes de te lever un peu plus. Ouais, c'est sûr. Mais non, en tout cas, c'est intéressant. Et du coup, bon, moi je suis du coup depuis quelques temps déjà votre compte, ouais, comment ça se passe un petit peu? C'est toi qui live tweet, il y a du live tweet, et on partageait avec. C'était pas avec les Seahawks, je crois que c'était avec les Bills, qu'on disait que voilà, il y a un petit peu du mal à détacher, tu sais, maintenant le fait d'être supporter, en tout cas de célébrer les actions, mais en même temps d'aller directement sur Twitter pour partager. Est-ce que tu as un petit peu cette notion de célébration à deux temps que certains peuvent ressentir? Alors, moi, je pourrais difficilement en fait te répondre de mon point de vue en fait dans la mesure où ce qui se passe en général, c'est que c'est très souvent c'est Mathieu en fait qui Ok. s'occupe Hmm. des live tweets D'accord. sur les matchs. Donc souvent voilà après c'est quand Mathieu peut pas, c'est Guillaume qui fait un peu qui fait un peu À le comment l'intérim. dire Hmm. qui s'en occupe à l'intérim voilà. Moi en fait c'est quelque chose que j'aime bien faire les live tweets. Malheureusement, des fois j'ai un emploi du temps qui ne me permet pas en fait de concilier un live tweet en fait de A à Z. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait. Si tu veux, quand je fais un live tweet, j'aime vraiment prendre le match au début et puis le prendre jusqu'à la fin et Ouais. pas que j'ai une coupure entre les deux, parce que ça me sort aussi un peu du truc. Après, quand je le faisais à l'époque, euh, ouais, effectivement, des fois, enfin, comment dire. Moi, au contraire, tu vois, j'utilise un peu Twitter, tu vois, pour l'exprimer en fait à travers les tweets, tu vois, Ouais. la sélection du supporter. Par exemple, quand tu as une belle action, voilà, je vais essayer que ça se ressente aussi sur le truc parce que ben voilà, c'est de l'instantané, c'est du direct. Euh, Là où je comprends aussi totalement, par exemple, le fonctionnement de Clément de Seahawks France, quoi. Ouais. Non, mais c'est intéressant de comparer. En tout cas, je passe un super moment avec toi, Thomas. On peut avancer un petit peu si tu veux, pour parler un petit peu plus de tes souvenirs, voilà, de ce qui fait la beauté d'un supporter. C'est avant tout les émotions qu'il a vécues, qu'elles soient positives ou négatives. Euh, voilà, j'aime bien demander un top 3. Après, ça peut être plus, ça peut être moins. Parce que je prends souvent un peu de cours l'invité. Mais voilà, si tu avais des plus beaux souvenirs et à contrario quelques plus sombres, hein, j'imagine qu'il y a le Super Bowl qui peut très vite arriver dedans. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme très bon moment que tu as pu vivre, hein, et très mauvais entre guillemets que tu as pu ressentir? Alors, moi, du coup, voilà, je vais commencer un peu par le négatif pour que voilà, on enlève un peu les mauvais esprits de la franchise. Donc voilà, si je devais donner un peu trois, ouais, je sais pas. Le premier, ouais, pour moi, le truc le plus déchirant, bien sûr, ça a été la défaite. Enfin, parce que c'est celui que j'ai vécu en direct, la défaite au Super Bowl, le deuxième contre les Broncos. Comment dire? Ça a été une défaite qui a été super dure à vivre en fait en direct parce que comment dire, on se sentait dépassé en fait pendant ce match. On voyait que tout ce qui avait fonctionné pendant la saison, bah, ça ne marchait plus. On a fait des erreurs qu'on n'a pas fait pendant toute la saison. On se retrouve avec un Cam Newton qui était peut-être un peu paniqué par certains événements parce que bah, la ligne offensive marchait moins bien que ce qu'elle avait marché pendant toute la saison. Euh, Puis bon, voilà, après la défense fait son job. Pour autant, bah, voilà, l'attaque des Broncos fait pas beaucoup de trucs non plus. Offensivement, on a beaucoup pêché à ce niveau-là. Euh, il a été très dur à encaisser parce que ben on se voyait, c'est triste à dire, mais en fait on se voyait. Enfin, on essaye de pas se porter l'œil, mais on se voyait peut-être déjà champion au vu de la saison qu'on avait fait que la chute a été d'autant plus rude. Et
Du coup, ben, on se dit, bon, maintenant on a connu la défaite, mais on espère voir un jour la victoire pour voir un peu comparer un peu comment dire, Les les, émotions. les émotions à ce niveau-là. Voilà, exactement. Ouais. Euh, Après, s'il y a mon deuxième moment qui m'a un peu pris au trip, c'était l'épisode un peu de la fin de la carrière de Luke Kuechly, Ok. donc qui a été notre linebacker, un de nos linebackers principaux pendant plusieurs années, euh, qui avait qui avait tous les éléments en fait pour devenir un des meilleurs joueurs défensifs de l'histoire. Je pèse mes mots en disant ça, très clairement. Il avait une vision du jeu, il avait comment dire, ouais, il avait une intelligence de jeu, il avait les capacités physiques et défensives. C'était pas qu'un cerveau, c'était une globalité ce joueur. Euh, c'était un des capitaines de la franchise. J'ai encore cette image. J'étais sur mon canapé. Ce jour où il se prend un choc à la tête, il a une commotion et il repart sur plus ou moins sur civière, ouais, au vestiaire, mais les larmes aux yeux. Et là, on se dit, mais il y a le côté supporter qui se dit, purée, j'aimerais tellement qu'il continue, mais il y a le côté humain qui se dit, mais avec tout ce qui se passe au niveau des cerveaux des joueurs de football américain, Ouais. pour certains, vaut mieux s'arrêter. Et puis ben, voilà, il a fini par donner en fait enfin comment dire, par mettre un terme à sa carrière un peu après. Et bah, sur le coup, bah, ça avait un choc parce que bah, c'est un des joueurs, voilà, aussi pareil, un peu comme Cam Newton, qui m'a fait vraiment kiffer de voir jouer cette franchise. Et là, bah, on sent que ça s'arrête et que bah, on le reverra pas sous un maillot, quoi. Bon, après, voilà, maintenant, on a un peu des fois les fantasmes où on se dit, bah tiens, peut-être qu'on va le voir débarquer un jour comme coach des linebackers ou quoi que ce soit. Ce qui, pour moi, est une possibilité totale et que j'aimerais beaucoup voir. Donc voilà pour les deux moments, en fait, entre guillemets, les plus tristes à l'heure actuelle pour moi. Après un troisième, Ouais, mais on peut se qu'est-ce que concentrer je si tu pourrais... veux sur des choses positives Ouais, aussi. sur le positif, ouais, bah voilà. Euh, Sur le positif, pour moi, comme je disais au début d'émission, il y a Sam Mills. Donc moi, c'est pas un joueur que j'ai connu en suivant la franchise, mais on peut voilà, me renseigner par la suite. Qui est en fait à l'origine du coup du slogan des Panthers. C'était un linebacker, Sam Mills, un linebacker qui est décédé en 2005 de mémoire, je crois. Qui Ouais, donc à ce moment-là, il était plus joueur, il était coach. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, malheureusement, voilà, il était atteint d'un cancer. Et au moment où on lui annonce ce cancer, bah, on lui dit, bah, il vous reste plus que quelques mois à vivre. Et bah, je dis, il était coach, mais il était peut-être encore joueur, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Faudra m'excuser à ce niveau aussi. Et Attends, je voilà, peux donc en regarder fait, si il a tu fait un veux. Ouais, je veux Attends. bien. Tac. Sam Mills. Il était joueur jusqu'en 97 et après coach jusqu'en 2004. Ouais, voilà. Donc voilà, il était coach et du coup, donc voilà, il est atteint d'un cancer. Il y a tout cet aspect autour de lui qui peut paraître très négatif et pour autant, ben, euh, il s'est dit, bah, non, faut continuer d'aller de l'avant, faut se donner une chance, faut vraiment pousser, faut keep pounding. Et du coup, bah, keep pounding, c'est devenu le slogan des Panthers, qui est toujours valable aujourd'hui et donc Sam Mills, qui a lui aussi droit à sa petite statue à l'extérieur du stade. Donc voilà, qui montre un peu l'impact très important qu'il a eu sur la franchise. Donc voilà, lui, il a très peu joué avec nous, mais en tant que joueur, mais pour autant, il a laissé un impact en tant que coach et comme sur la franchise qui a été exceptionnel pour moi. Voilà, c'est un des éléments marquants de l'histoire de la franchise. Même si la finalité c'est quelque chose de triste avec son décès, il a quand même été, voilà, c'est quand même quelque chose de très positif au niveau même de la ville et de la mentalité au global. Euh, Après, sur les autres éléments, voilà, très heureux.
il y en a eu quand même pas mal. Il y a eu, voilà, je parlais de Luke Kuechly, il y a eu l'année où il remporte le trophée de meilleur joueur défensif. Donc, pour montrer que voilà, il était quand même très très costaud à ce niveau-ci. Il y a un joueur aussi qu'on a beaucoup apprécié voir jouer. Donc voilà, on parlait du Super Bowl, du MVP de Cam Newton tout à l'heure. C'est des moments où on est super heureux de voir ça pour les joueurs. Il y a aussi euh, sur cette saison 2015, elle est exceptionnelle à des tas de niveaux et il y a une action que je me rappellerai, je pense, je me rappelle encore ce jour-ci. C'était un match contre Green Bay. On est à quelques yards on est à quelques yards de la end zone de Green Bay. Et puis bon, Cam Newton, voilà, comme je disais, c'est un peu une grande gueule. Il aime bien un peu charrier et tout sur le terrain. Et en face, dans la défense, il y avait Clay Matthews, le linebacker des Packers, qui lui aussi il était des fois parfois assez virulent sur ses propos. Et puis, ben, c'était un très bon joueur. Et puis, vraiment, du coup, là, ils sont à quelques yards de la end zone et Clay Matthews, il fait les ajustements en fonction de ce qu'il a regardé sur les films pour préparer le match. Et là, il y a Cam Newton qui le regarde et puis lui dit, bah, t'as regardé les films, bah, ok, c'est bien, maintenant regarde ça. Et en fait, bah, le jeu était totalement différent et puis bah, on marque le touchdown dessus. Donc voilà, c'était totalement dans la vibe en fait de cette franchise sur l'année là quoi. Euh, et aussi un autre élément que j'aimerais bien mentionner, voilà, au niveau du comment dire, un peu du bonheur qu'on a pu avoir un peu sur les dernières saisons. C'était quelque chose aussi d'assez sympa et assez rigolo. C'était on a en fait, quand les matchs de NFL sont diffusés, ils sont retransmis aussi à la radio, donc en anglais, pardon, et ils sont aussi retransmis en espagnol, comme il y a une forte communauté hispanique Ouais. partout aux États-Unis. Et, euh, et on avait justement le broadcaster hispanique. Il avait vraiment une façon de monter dans les paroles. Et voilà, il y a ce field goal à un moment de la victoire. C'était à l'époque, c'était un field goal record en termes de distance parce qu'on devait être à 66 yards et c'était Graham Gano qui l'a tapé. Donc voilà, Gano. En espagnol, bah, comment est-ce qu'on va dire gagner? Bah, Gano, tiens. Donc Gano Logano, et puis il arrêtait pas de répéter ça, et voilà, c'était quelque chose que j'avais trouvé très sympa et qui montrait voilà un peu cet aspect un peu encore une fois qui part en nous parce que c'est une victoire qu'on arrache à la dernière minute, à la dernière seconde et qui est bien représentative voilà de cette franchise. Et puis voilà sur le dernier élément, c'était sur quand même sur cette course au Super Bowl, donc le le match de finale de conférence contre les Cardinals d'Arizona, de Phoenix. Euh, c'était quand même un sacré match parce que c'était le match en fait qu'on aurait voulu voir au Super Bowl en termes de production de l'équipe parce que on écrase littéralement les Cardinals qui étaient en plus une super équipe sur la saison quoi. Donc non des supporters, c'est des souvenirs qui restent gravés et que on espère à l'avenir en voir encore beaucoup plus. Bah écoute, en tout cas, on le souhaite aux Panthers. Merci pour tous ces souvenirs, hein, qu'ils soient bons ou un peu moins bons. C'est toujours plaisant à entendre. On peut, si tu veux, parler un petit peu plus de l'avenir et de la saison qui s'est terminée. Bon, c'était pas la meilleure, malheureusement, que vous ayez pu connaître. Je suis en train de rechercher le. Ouais, c'est ça, vous avez fini dernier de votre division, donc la NFC Sud, avec un Donc, tout à triste fait. bilan de 2-15. Comment est-ce que tu as vécu déjà, premièrement, cette saison? Ouais, très difficile, très difficile. Voilà, on part du début de saison, comme je disais tout à l'heure, voilà, on a un nouveau coach qui était Frank Reich. Moi, j'avais quand même un peu d'espoir à ce niveau-ci parce que on gardait en fait une partie du coaching staff qui avait bien fonctionné, notamment au niveau de la ligne offensive. On renforçait certains trucs. Moi, je croyais beaucoup en la philosophie de Frank Reich. En plus, on avait drafté
un super quarterback numéro 1 de la draft parce qu'on avait fait un échange avec Chicago. Donc bon, voilà, l'échange il est stylé, mais on récupérait quand même le premier choix. On récupérait un joueur qui a un potentiel, qui a un très joli potentiel. Et en fait, voilà, cette saison-là, c'est la débandade, quoi. Il y a rien qui se passe comme ça devrait. On perd des matchs. On s'ennuie un peu par moment parce qu'offensivement, il n'y a pas beaucoup de production. On a une ligne offensive qui marchait très bien l'année d'avant et là qui ne marche plus. On a des joueurs qui étaient très bons l'année d'avant qui ne sont plus. Euh, Notamment Ike Mekonu, un de nos linemen offensifs. Donc c'est un peu difficile à gérer sur la saison. Donc en plus de ça, en fait, on voit un peu certains de nos joueurs, nos anciens joueurs qui performent un peu ailleurs. Notamment, je pense à DJ Moore qu'on avait échangé du coup à notre receveur qu'on avait échangé à Chicago pour récupérer Bryce Young à la draft, qui continue sa bonne production avec Justin Fields, même si voilà, Chicago a aussi eu des difficultés cette saison. Et surtout, on a un Christian McCaffrey qu'on a envoyé quelques années avant à San Francisco qui écrase tout, mais vraiment qui écrase tout sur son passage. Et là, on se dit, purée, pourquoi est-ce qu'on l'a échangé contre 100 balles et un Mars, quoi, littéralement. Enfin, littéralement, en termes de production à l'heure actuelle, oui, effectivement. Bon, c'est sûr qu'à l'époque, il était peut-être un peu blessé, donc c'est pour ça que la valeur était un peu redescendue, mais enfin voilà. Donc non, ça a été une saison qui a été quand même assez difficile à vivre parce que en plus de ça, on sait que si on se loupe, que le bilan est pas bon, on sait qu'on envoie notre premier round de draft à Chicago parce que voilà, c'est pareil, on l'a échangé pour récupérer Bryce Young. Donc c'est un peu morose, on va pas se le cacher. Des fois un peu difficile de se dire, voilà, l'année d'avant on se disait bah tiens on va enregistrer par exemple un podcast par semaine, par match pour arriver à suivre. Même là l'envie elle était un peu réduite parce que tous les Bien matchs avaient sûr. le même scénario. On ne marque pas, on marque sur des trucs un peu tout petits. Les matchs sont pas bons, franchement ils sont même ennuyants par moment, beaucoup de moments. Euh, donc non, c'était vraiment galère. Donc voilà, au final, on termine. Si on avait eu notre premier choix de draft, on aurait eu le premier choix de draft. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc là, on se dit, on a un peu le point émaillé. On a un Frank Reich qui saute en plein milieu de saison parce que tout simplement, c'est pas bon. C'est pas bon, il y a pas d'autre terme. Tout ce qu'on essaye de faire, ça ne marche pas. On a un Bryce Young qui n'est pas mis du coup dans des bonnes conditions pour performer. On le sent même des fois un peu en perte de confiance, ce qui est pas bon pour un quarterback rookie parce que c'est un quarterback qui du coup va avoir peur de prendre des contacts, de tenter des choses, alors qu'il a un super potentiel. Donc on se dit c'est un peu une année perdue et peut-être plus. Donc on essaie de minimiser les choses, mais il va falloir attendre de voir. Ouais, tu t'as dit du coup changement de coach cet été, arrivée de Dave Canales. Comment tu sens cette intersaison et même d'une manière un peu plus lointaine la saison prochaine? Alors euh, voilà, moi je suis quand même assez optimiste. Euh, Parce que on en parlait un peu avec Mathieu et un peu avec Guillaume. Mathieu, enfin, voilà, on retombe un peu tous sur le même avis, c'est que pour l'instant on accroche quand même bien en fait au discours de Dave Canales. Ok. Mais ce qu'on dit, c'est que les paroles c'est bien, maintenant il va falloir qu'on voit les actes. Oui. Parce que ce sont deux choses différentes. Il a un effectif qui n'est pas le meilleur de l'histoire, très clairement, on va pas se mentir. Beaucoup de choses à reconstruire. Pas beaucoup de choix à la draft pour récupérer parce que pour récupérer des bons joueurs, donc ça va être un peu compliqué et on n'a pas envie de refaire une boulette, de remonter et de perdre du potentiel pour les années suivantes. Donc voilà. Euh, on a un salary cap qui est un peu limité, donc c'est-à-dire qu'on peut pas aller chercher des trop bons joueurs pour trop cher sur le marché. Donc on se le cache pas, comme mon avis, on va encore partir sur quelques saisons, enfin une ou deux saisons, je pense, qui vont être un peu ternes, mais on peut révolutionner une franchise quand même assez rapidement si on fait les bons choix. Aussi, ce qu'il faut signaler, c'est que voilà, du coup, Frank Reich a été viré, mais on a aussi son acolyte general manager qui
c'était Scott Fitterer qui a lui aussi été viré. Donc hop, donc les têtes tout en haut de la franchise, eh ben on les change et on repart sur quelque chose d'autre. Donc avec un duo avec Dave Canales en head coach et Dan Morgan en general manager. Donc ce qui est intéressant de noter sur Dan Morgan, c'est qu'il a été au préalable, il a été linebacker chez nous à l'époque, Ok. début des années 2000. Donc voilà, il connaît l'ADN de la Une franchise. certaine Il a, identité, il ouais, a aussi. retrouvée. Voilà, c'est ça. Il était déjà présent en fait dans l'équipe, mais du coup c'est une promotion pour lui. Après, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faisait exactement avant et dans quelle mesure il était impliqué en fait dans les décisions qui avaient été prises. Mais voilà, je pense que l'objectif là, à l'heure actuelle, c'est vraiment d'essayer de rebâtir quelque chose un peu avec des joueurs qui veulent mettre de l'envie et suivre un peu la devise de l'équipe, se donner à fond voilà, pour remettre une dynamique. Donc non, on va pas se le cacher, c'est une saison qui s'annonce assez compliquée quand même. Là, on a le combine de la draft qui commence demain. Donc en gros, c'est le moment où les joueurs universitaires sont testés tous au même endroit par les franchises NFL pour savoir où est-ce qu'ils vont être à peu près repêchés à la draft, sélectionnés par les équipes. Donc voilà, on rentre un peu dans la période charnière qui va être assez importante. Et même si on n'a pas beaucoup de liberté de mouvement, il va falloir quand même assurer un max voilà, pour essayer de progresser quand même. C'est quand même l'objectif. Bah écoute, on vous souhaite que du bon. On a fait un petit peu le tour de ce que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié selon toi que tu voudrais rajouter? Alors à la limite, je vais peut-être juste rebondir sur ce que j'avais dit tout à l'heure sur David Tepper, parce que justement, voilà, en reparlant de l'aspect un peu général manager et Ouais, head coach, ça m'y a fait penser. complètement. Parce que j'avais pas trop développé sur cet aspect, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, David Tepper, il est très impliqué en fait dans la franchise et parfois trop. C'est-à-dire que comment dire, c'est lui et sa femme en général qui choisissent le head coach et bah parfois les critères de choix sont pas toujours les bons, notamment avec Matt Rhule où la discussion autour du fait que c'est lui qui allait être l'entraîneur principal des Panthers c'était passé, je crois que c'était une histoire de boulettes, de spaghettis, hein. Je ne mens pas. Voilà, le propriétaire avait été invité à manger chez Matroul et ils avaient discuté autour de boulettes, je crois, et ça avait fait très bonne impression. Et du coup, il s'était retrouvé avec un contrat quand même assez juteux sur une bonne période d'année. Et donc bon, ça n'a pas l'air de déranger plus que ça David Tepper. Donc on s'est dit bon, bah, il a fait une erreur une première fois, il va peut-être laisser peut-être un peu plus de liberté de choix en fait aux exécutifs en fait de la franchise pour choisir le personnel qui va la gérer. Et ben, manque de bol, c'est lui aussi qui a été impliqué un peu dans le choix de Frank Reich, où on a vu que bah, finalement le casting n'a pas encore pas été bon, pardon. Donc non, voilà, il veut gérer un peu à tous les niveaux de la franchise. Il fait des travaux un peu dans le stade, donc c'est bien, il en fallait. Mais d'un autre côté, il y a des augmentations de prix qui sont pas spécialement bien vues. Dans le même temps, on voulait faire un terrain d'entraînement en Caroline du Sud pour la franchise parce que à l'heure actuelle, bah, c'est un peu miteux entre guillemets. Les joueurs s'entraînent dans une bulle en plastique, hein, très clairement. Il n'y a pas d'infrastructure en dur, donc c'est un confort et des infrastructures qui manquent pour vraiment donner le meilleur de tout le monde. Donc il a voulu voilà construire un centre d'entraînement en Caroline du Sud. Bah, manque de bol, il s'est pris un peu la tête avec les propriétaires des terrains en gros la mairie. Le projet a été interrompu en plein milieu, donc voilà. Donc à l'heure actuelle ça bouge pas. On ne sait pas exactement dans quelle direction on va. On a des joueurs qui sont un peu mécontents des décisions qui ont été prises, notamment au niveau de la pelouse. Donc notamment parce que voilà les joueurs préfèrent toujours jouer en fait sur de la pelouse naturelle plutôt que sur des terrains Synthétique, hybrides ouais. ou des turfs, voilà exactement. Et ben à l'époque on avait une pelouse qui est une pelouse normale, traditionnelle et pour faire des économies, il a quand même décidé de passer à une pelouse hybride, enfin un turf. Donc ça a été un peu mal vu par les joueurs et ça peut se comprendre parce que voilà quand on est une des plus grosses fortunes des propriétaires de la NFL, ça fait un peu pince, on va pas se le cacher. Donc voilà, non, il y a pas mal de choses à changer à ce niveau-là. Moi, je suis assez critique pour l'instant de David Tepper, mais pour autant,
voilà, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça peut que s'améliorer et ça va être une question pour moi de un peu de prise de distance vis-à-vis de. Faut vraiment qu'il arrive en fait entre guillemets à trouver un noyau dur sur qui faire confiance et puis après voilà, ça va se gérer. Mais voilà, c'est un peu le point sur lequel je voulais rebondir un peu pour montrer un peu l'impact et l'aspect que ça peut avoir en fait un propriétaire de franchise quand c'est un peu, je vais pas dire mal géré, mais Ouais, faut que chacun trouve comment sa dire, place. des choix un peu discutables. Exactement, voilà, exactement. Si t'engages un GM, c'est pour qu'il puisse gérer les joueurs, en tout cas, et l'équipe d'une certaine Bah c'est ça, manière. par exemple. Et même son coach, Voilà. hein, c'est bien aussi que le GM puisse choisir son coach et travailler avec et d'avoir une ligne directrice. C'est sûr que si le proprio interfère tout le temps, c'est rarement bon. Et ça marche que très Ah rarement bah non, d'ailleurs. non, bah c'est ça. Parce que bah, fondamentalement, c'est pas lui qui a les compétences footballistiques pour déterminer quel coach va être mieux qu'un autre. Donc c'est toujours un peu aléatoire. C'est basé sur une philosophie de jeu plutôt que sur parfois des compétences footballistiques réelles, on va dire. Non, bah écoute, c'est un bon point qu'il fallait aussi ramener. Donc merci pour ce petit point. Est-ce que du coup, tu as quelque chose d'autre à rajouter ou Non, bah ou tu écoute, penses pour moi, c'est le tour est plus ou moins je effectué. pense qu'on On a est... plutôt fait le tour, ouais. Donc, ouais, je vous invite tous et toutes, auditeurs, auditrices, à aller suivre hein, Thomas, Guillaume et Mathieu sur @NFLPanthersFR. Tu l'as dit, vous avez aussi un podcast, donc le Poundcast. Ouais. Voilà, après, je pense que plutôt fait le tour. Donc voilà, moi je sais que j'aime bien ce que vous faites. Hein. Voilà, je le redis encore une fois, mais je suis un petit NFLX, donc je découvre certaines choses avec vous et notamment bien suivre l'actualité, etc. C'est bien expliqué, donc je recommande à tout le monde. Euh, ouais, comment tu te sens? Ça t'a fait du bien de parler un petit peu des Panthers là pendant ouais, je suis 1h11 là d'enregistrement. Tu te sens un petit peu libéré là? Ouais, bah écoute, franchement, je rejoins un peu l'avis de mes confrères précédents. C'est très appréciable en fait comme format. Ouais. Voilà, on aborde vraiment plein de sujets. On voit un peu, voilà, on aborde un peu l'histoire, donc nécessairement on prend un peu de recul, on compare un peu par rapport à ce qu'on a actuellement. Et non, c'est super appréciable, je trouve, super appréciable. Eh ben écoute, le plaisir est partagé. Moi, ça me fait super plaisir aussi de t'avoir reçu aujourd'hui, Thomas, et je suivrai un petit peu plus les Panthers. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'ai connu les Panthers avec, je sais pas si c'est le même nom, c'est c'est All or Nothing sur Prime Video. Je sais pas si tu, Ouais, si, je crois, je sais plus si c'est ça le ouais. nom, mais enfin voilà, c'est les documentaires Prime qui suivaient les franchises NFL là, dans les années 2017-2018. Et j'avais regardé celui sur les Panthers avec Cam Newton. Et Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. c'était super cool. Donc, ouais, moi, pour ma petite histoire, je vais le placer. Que j'avais suivi un petit Bah, peu. mais puis c'est toujours bien, voilà, pour découvrir un peu les franchises, pour découvrir un peu tous ces aspects, c'est quelque chose qui est bien et c'est quelque chose qu'on essaye aussi, voilà, comme tu le disais, de retransmettre un peu avec les comptes, tu vois, d'être un peu, Bien on sûr. va dire un peu didactique, tu vois. Nous, sur Twitter, on n'est pas là, entre guillemets, pour rester, en fait, sectaire entre on va dire, professionnels. C'est un bien grand mot, hein. Nous, on est vraiment là pour partager une passion puis faire découvrir aussi aux gens qui découvrent, hein, parce que voilà, on a beau critiquer tous les gens, enfin tous les ans, on critique. C'est un bien grand mot, mais tous les ans, quand il y a le Super Bowl, il y a toujours un peu cet aspect où beaucoup de monde le regarde et se revendique un peu spécialiste. Mais bah nous, on les accueille à bras ouverts parce que bah voilà, c'est des gens qui peuvent après se mettre à suivre la NFL et puis découvrir encore un peu plus et voilà. Ouais, non, mais carrément, c'est très louable de votre part d'être aussi bienveillant. Donc, franchement, rien que pour ça, merci. Donc bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Thomas, merci d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi personnellement j'ai passé un très bon moment. Donc ouais, j'espère que ça rendra bien, que ça plaira à nos auditeurs qui ont l'air de bien aimer la NFL. Donc voilà, il y aura une petite pause NFL là malheureusement
après ce podcast. Donc voilà, on se dirigera vers d'autres sports, mais on reviendra plus fort pour la nouvelle saison. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Merci Thomas encore une fois d'être venu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Ciao. Ouais, écoute,